Aujourd'hui, je transmets mes salutations les meilleures aux toujours nombreux spectateurs qui sont en ligne et qui nous regardent depuis l'ensemble de la Suisse romande. Donc, bienvenue à vous pour cette édition de Innovibes que vous regardez en direct ou peut-être en replay. Et bienvenue, bien entendu, aux personnes qui sont nombreuses là en présentiel, ici au campus Énergipolis de Sion. Pour commencer, je vous donne juste quelques mots sur la Fondation DIARC, qui est l'organisatrice des Innovibes depuis maintenant 6 ans. La Fondation DIARC aide les PME, les startups et les chercheurs dans leurs besoins en innovation et aussi en besoin de digitalisation. Nous avons plusieurs sites technologiques aux 4 coins du Valais, au plus près des entreprises et des entrepreneurs, dont celui-ci ici à Sion, mais également à Viège, à Monté, au Châble, à Martigny, à Comté, à Sierre, et donc celui-ci ici à Sion, le campus Énergipolis. Diarc est ici, comme sur tout l'ensemble du territoire valaisan, au contact direct des entrepreneurs, mais aussi des écoles, comme c'est le cas ici sur le campus Énergipolis, avec la proximité immédiate avec les PFL et la FS SO Valais-Valis. Nous avons pu ainsi déployer sur place un incubateur de start-up et on est très fiers de constater que 3 des 4 start-up valaisannes qui figurent au top 100 des startups suisses les plus promettrices sont hébergées ici. Donc, je profite de ce micro pour féliciter encore une fois De Poly, What Anywhere, Urbio, mais également Mobifly, qui est basé à Collonges, pour leur présence dans ce top 100 qui permet au Valais de figurer sur le podium des cantons suisses. Et c'est une grande fierté pour toute l'équipe de la Fondation Diart qui les accompagne au quotidien. Et comment maintenant sur les Innovites, ces conférences sont faites pour échanger, sont faites pour découvrir les sites technologiques de l'IARC et parler de thèmes innovants. Vous pouvez en tout temps voter sur innovites avec s.ch pour vos thématiques et vos orateurs préférés. Moi, j'ai oublié d'allumer le micro. Je vais pas recommencer, mais voilà. Donc, j'espère qu'en ligne, vous m'avez entendu. Si jamais j'ai dit des trucs super cool et intéressants sur la Fondation d'IARC, sur les startups qu'on accompagne au quotidien. Donc, je disais donc les InnoVibes, vous pouvez voter en ligne pour vos orateurs et vos thématiques préférées. Et vous pouvez retenir aussi les 2 prochaines dates. Donc, la prochaine, c'est le 19 octobre, un jeudi, au Phytoarc de Comté, et le 30 novembre au BioArc de Monté. Donc, les thématiques et les orateurs sont encore à déterminer, effectivement. Voilà, j'ai assez parlé. On va passer maintenant à l'InnoVibes de ce jour. On va parler de la thématique des ressources humaines qui est très actuelle, notamment en lien avec la pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Mais on va la traiter de manière un petit peu différente en parlant des équipes qui doivent grandir, donc qui ont aussi besoin de personnel complémentaire. La croissance, c'est très bien, mais il faut bien entendu la maîtriser, y compris au niveau du personnel. Donc, pour traiter de cette thématique, nous avons pas pris un, ni deux, ni trois, mais vraiment 4 experts issus d'entreprises bien connues en Suisse romande. Ils vont se présenter tout à l'heure. Et il ne faudra pas hésiter aussi à leur poser des questions et à profiter de leur expertise pour cette thématique brûlante d'actualité. À noter que vous pouvez poser vos questions pour les gens qui sont en ligne. Vous pouvez poser vos questions sur le chat de Zoom et on prendra aussi des questions dans l'audience en présentiel. Et je transmettrai ces questions au modérateur de ce jour, qui n'est pas seulement modérateur, mais aussi entrepreneur. C'est Selim Douchi. Selim, je vais vous passer la parole pour cette table ronde et je vous laisserai présenter les personnes en présence. Bonne conférence à tous et à tout à l'heure pour les questions. Parfait. Bienvenue, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup de ARC. Effectivement, nous, les entrepreneurs, on a envie toujours que notre entreprise croît, on gagne beaucoup d'argent, mais souvent, on oublie le côté ressources humaines. Et en effet, c'est un sujet assez important et nous sommes tous réunis aujourd'hui pour vous parler le problème de ressources humaines, les points qu'on doit faire attention lorsque les entreprises croient. Alors, avant de commencer, je voudrais présenter mes collègues. Peut-être on commence avec Claire.
Voilà. Bonjour tout le monde, merci Céline. Bonjour, Claire Brizzi, je suis Managing Partner chez Ganchi Partners pour la Romandie. Ganchi Partners, nous sommes un cabinet de recrutement de cadres dirigeants. On est un cabinet généraliste, donc on soutient les entreprises dans tout secteur d'activité. Au niveau comité de direction et board, on fait ça à travers nos 4 bureaux en Suisse, Genève, Lausanne, Zurich et Berne. Et je suis ravie d'être à Sion aujourd'hui. On a le privilège de soutenir des entreprises valaisannes, pour ne pas les nommer, le groupe mutuel, Simo, les forces motrices, la BCVS, l'hôpital du Valais, et j'en oublie plein d'autres, et des scale-up EPFL, entre autres aussi. Voilà. Merci beaucoup, merci Claire. Robert Niklevich, donc, pour ma part, je suis basé à Lausanne. Je fais partie de la société Ernst Young, EY. Je suis actif depuis 8 à 9 ans au sein de EY, spécialisé dans toutes les thématiques de transformation de la fonction RH, montée en maturité de la fonction RH et digitalisation également de la fonction RH. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Je me réjouis d'échanger avec vous et sans plus tarder, la parole à Max. Merci beaucoup. Oui, Max Andreas, je suis avocat chez Keller Scarrar, principalement dédié aux activités de droit commercial et cofondateur de SeedUp, qui est dédié à l'accompagnement de startups dans leur phase de démarrage. Et mes sujets de prédilection, c'est le financement, mais également les plans d'intéressement du personnel dans ce cadre. Donc, on accompagne passablement de startups dans toute la Romandie et côté suisse-allemand aussi, à travers l'étude. Et je me réjouis aussi de discuter avec tout le monde autour de cette table pour des sujets qui vous intéresseront, j'espère. Parfait, merci Max. Et moi, je suis entrepreneur de 35 ans, ingénieur EPFL. Je suis assis dans plusieurs conseils d'administration. J'ai des expériences dans le merger and acquisition et en même temps, j'ai été élu top mentor de l'année par Mass Challenge en 2021. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et traiter le sujet. Croissance d'équipe dans une PME, quels sont les paramètres à maîtriser? Voilà. OK. Peut-être je commence avec mon expérience, mes expériences entrepreneuriat et ceci peut mettre le cadre. Est-ce que vous connaissez Sweetel? Ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Enfin, en effet, Sweetel, dans les années 80, fin 80, 90, nous avions tous des téléphones à la maison qu'on louait chez PTT ou chez Swisscom. Et à partir de 90, il y a eu une libéralisation. Suite à ça, j'ai pris l'opportunité d'acheter la marque Sweetel chez Ascom, donc une grande entreprise suisse. Et nous avons lancé la téléphonie fixe et nous avons commencé à vendre les téléphones dans divers canaux de distribution. Alors, dès le commencement, donc dans 3 ans, notre entreprise a atteint 25 millions. Donc, 0 à 25 millions, pratiquement 3 ans. En effet, en tant qu'entrepreneur, j'étais très content. Les résultats étaient fantastiques. Le chiffre d'affaires était phénoménal. Mais les 3 ans qui ont suivi, les premiers 3 ans, étaient pas faciles. Surtout au niveau de ressources humaines. Il y avait un non-alignement entre le fondateur et les employés. Donc, je tire pas mal de conclusions de mon expérience et aujourd'hui, peut-être j'aurais fait les choses autrement. Alors, sans trop tarder, peut-être, on va traiter les sujets un après l'autre. Robert, en tant que planification, qu'est-ce que tu m'aurais conseillé? Merci. Je pense que l'exemple de Célim est assez parlant et c'est un idéal type dans le sens où on est dans un scénario d'une entreprise qui a cru, j'ai tendance à dire, très ou trop vite. Donc, elle a été dépassée en fait, elle a dépassé ses attentes et ça nous amène à une thématique qui est une des plus importantes, c'est la planification.
On est bien sûr, par définition, en tant qu'entrepreneur, toujours un peu réticent à s'imaginer une success story, une planification à terme avec des hauts chiffres, mais c'est important de le faire. Non seulement parce que, comme le disait par exemple aussi Céline, avoir ensuite des fonctions, pour prendre l'exemple de la fonction RH, où les gens ne suivent pas, où on n'a pas la capacité nécessaire pour soutenir, pour recruter, pour développer le personnel, c'est un problème pour toute l'entreprise. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la première étape, c'est de s'assurer que on s'offre cet horizon temporel de où est-ce qu'on aimerait aller, comment est-ce qu'on aimerait planifier la croissance. Et je pense un aspect important là-dedans, c'est aussi accepter le fait qu'on passe de l'étape de seed, où en tant que CFO, fondateur, CEO, on arrive à tout gérer, à passer le palier où il faut, moi, en tant que fondateur, que je me consacre à des tâches à valeur ajoutée. Donc, là, je dirais l'importance d'anticiper les besoins, prendre en compte aussi la latence quand on veut recruter des gens. Évidemment, il faut savoir qui est-ce qu'on aimerait. Il faut pouvoir postuler, mettre l'offre sur le marché. Il faut avoir les postulants. Il faut que les gens puissent venir. Donc, entre le moment où on se rend compte qu'on a besoin de quelqu'un et le moment où cette personne commence à travailler pour nous, on parle d'un ordre de grandeur moyen de 6 à 12 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose de négligeable et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur cet aspect de planification. Si on n'anticipe pas ça, on sera vite en fait mal pris et on n'arrivera pas à se développer comme on aimerait. Ça, c'est le premier aspect. Donc, Robert, ce qui est important dans le business plan, il ne faut pas oublier les ressources humaines. C'est ça? Ici, on parle de ressources humaines, mais ça s'applique en fin de compte aux Ouais. différentes fonctions. Il faut accepter, Oui. il faut passer le cap de seed à croître avec différentes fonctions. Okay. Ensuite, je dirais qu'un aspect important aussi, c'est très bien. Je prends acte du fait qu'il me faudra plus de personnes, typiquement dans le département des ressources humaines, mais quel type de profil ai-je intérêt à avoir au sein de l'entreprise ou où est-ce que j'aimerais plutôt être dans une logique de partenariat avec des spécialistes? Je prends l'exemple du payroll qui est souvent assez parlant. Est-ce que ça vaut la peine si j'ai une entreprise de 5, 10, 15 personnes qu'on gère nous notre paie ou est-ce que ce serait plus simple que des prestataires externes qui sont spécialisés là-dedans nous soutiennent? Et là, la question qu'on doit souvent se poser, c'est d'un point de vue du savoir-faire, quels sont les aspects qui sont importants pour moi? Qu'est-ce qui est important pour notre entreprise d'avoir comme savoir-faire à l'intérieur? Si je reviens sur l'exemple du payroll, où on parlera ensuite de l'exemple du recrutement, quelles sont les tâches à valeur ajoutée que j'aimerais que mes employés au sein de la fonction RH possèdent? Et là, je pense que l'approche d'externaliser beaucoup des fonctions ou beaucoup des fonctions support des RH a du sens parce que ça permet plus de flexibilité. On peut, on peut aussi scale up ou scale down plus rapidement. Et c'est un outil qui nous permet en fait d'ajuster les besoins aussi au fur et à mesure. Il faut aussi penser que externaliser, des fois, on se dit oui, mais j'ai pas le savoir chez moi. Mais je reviens sur l'aspect des activités à valeur ajoutée. Pourquoi est-ce que vous aimeriez ou à quoi est-ce que vous aimeriez que vos employés consacrent leur temps? Peut-être que vous vous direz, ah, mais si je dois payer 4 000 francs par mois à un prestataire externe pour faire le payroll, ça me paraît beaucoup. Oui, mais peut-être qu'en échange, justement, les 1, 2, 3 personnes que vous avez actuellement au sein de la fonction RH peut justement se consacrer à d'autres perspectives de croissance, à réfléchir plus à long terme. Donc, le coût d'opportunité financier à court terme, de manière générale, dans un contexte de croissance, il n'est pas non plus à... Je dirais que c'est pas le critère principal. Il faut vraiment essayer de viser loin. Et le dernier point que j'aimerais peut-être aussi faire, c'est au début, on fait tout manuellement. Je prends l'exemple de Excel, je prends l'exemple de Word, mais aussi assez rapidement, et là, il n'y a pas vraiment de ligne claire, mais je dirais à partir de 15, 20, 30 employés, il faut aussi se demander comment est-ce que je peux m'assurer du fait que j'ai les bons outils pour me soutenir. Parce que ça n'a pas de sens qu'en tant que département RH, je doive mettre à jour plein de fichiers, les dossiers du collaborateur soit des feuilles volantes, soit pas digitalisés. Donc, je pense que d'autant plus de nos jours où on travaille aussi beaucoup en remote, où il y a beaucoup de télétravail,
c'est important que les dossiers, que les choses soient accessibles facilement aux collaborateurs, à la fonction RH. Donc cet aspect aussi justement des bons outils support, c'est aussi une question qui viendra très rapidement pour s'assurer qu'on soit dès le début en fait sur une bonne voie pour gérer, espérons, une croissance future. Merci beaucoup, Robert. Très intéressant. Maintenant, Claire, tu as une énorme expérience. Quelle est la vision d'une chasseuse de tête, disons comme ça? Tu peux nous éclaircir, oui. Oui, je suis très alignée avec ce que vient de dire Robert. En termes d'allocation des ressources, bien évidemment, ça a du sens de passer sur de l'outsourcing, je pense. Une start-up, la fonction RH, elle est rarement au cœur, elle est rarement au début de l'histoire. Les fondateurs sont souvent des gens avec un bagage technique de spécialistes sur quelque chose de très spécifique, un service, un produit, et le focus, il est souvent sur ça, sur trouver le meilleur service ou le meilleur produit pour servir les clients. Et puis après, il y a un team fondateur et puis s'ajoutent des gens autour, mais il n'y a pas vraiment de planification. C'est souvent des histoires de rencontres et des histoires humaines. Donc, il y a une assez faible maturité de la fonction RH, où il n'y a pas de fonction RH dans les startups scale-up la plupart du temps. Et c'est sûr qu'on ne va pas commencer par staffer avec un recruteur interne si je focalise sur ce dont je peux parler, qui est le recrutement. Donc, ça a clairement du sens de s'allouer les services d'un recruteur, surtout sur un marché du travail qui est hyper sec en Suisse. Vous savez, on a 3% de chômage. Je ne vous cache pas que même pour nous recruteurs, des fois, on s'arrache un peu les cheveux parce que ce n'est pas évident. Les gens ont des exigences et le marché est sec. Donc, c'est sûr que, comme le dit Robert, je pense qu'on a un bien meilleur impact avec des gens qui font que ça. On a des processus très solides, des manières d'aborder les gens. On fait un volume qui nous permet d'être tout de suite beaucoup plus spot-on. Donc, c'est vrai qu'on voit parfois des clients qui se disent « Ah, je vais essayer par moi-même ». Et puis, via le réseau perso, alors déjà, on reste toujours un peu dans le même nuage de points avec des gens qui se connaissent. On a un réseau assez fermé et on ne peut pas non plus challenger ce réseau perso de connaissances comme le ferait un professionnel du recrutement, je pense. Donc, à mon avis, à de multiples égards, ça a du sens d'outsourcer parce que voilà, on va plus vite, on est plus pertinent. On a aussi voilà, des processus qui sont robustes, des garanties aussi derrière ces processus-là. Donc, c'est certainement une allocation beaucoup plus efficace des ressources où le cœur de l'entreprise se focalise sur l'essentiel, le produit, le service, les clients. Donc, je te rejoins tout à fait. Très, très bien. Merci beaucoup. On retourne à mon expérience. Donc, dans 3 ans, 25 millions. Tout d'un coup, on a le sentiment d'être Superman et on pense pas, on veut que gagner de l'argent, grandir, etc. Et en effet, le monde appartient à nous, mais c'est le Titanic. Et alors, Claire, qu'est-ce que tu, tu aurais fait si tu étais à ma place? Voilà. Alors, modestement, parce que c'est le Titanic, mais il faut déjà avoir créé le navire, donc Voilà. bravo malgré tout. Ouais. Je pense que le challenge que tu as vécu, on le voit chez pas mal de nos clients. Le défi principal, c'est qu'effectivement, il y a ce côté Superman, on est porté par l'emphase de la création du projet, on a envie de tout faire, on se dit qu'on saura mieux faire que tout le monde. Et c'est ce qu'on constate chez la plupart de nos clients. On a pu travailler, par exemple, pour Green Motion, pour Depsys, pour NetGuardian, ces entreprises qui ont du succès aujourd'hui. Je pense que le premier défi, c'est ce défi émotionnel de dire bah non, je ne peux pas être Superman. On a envie, mais c'est pas possible en fait. Alors, on n'a pas encore trouvé la potion magique. Donc, il faut accepter qu'on ne peut pas tout faire et qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et ça, en soi, c'est le tout premier challenge du fondateur ou des cofondateurs. Et d'ailleurs, là, il y a un deuxième challenge dans le challenge, c'est que c'est souvent des cofondateurs. On a beaucoup de gens qui se rencontrent, par exemple, ici aux études à l'EPFL, qui du coup ont aussi une culture très commune. Et donc, ils ont un peu une vision du monde qui s'auto-confirme. Donc, d'accepter d'ouvrir un peu le champ et de faire venir d'autres visions du monde, d'autres talents, d'autres personnes, c'est le tout premier challenge. Oui, je comprends. Donc, il faut être un peu, comment dirais-je, un peu les pieds sur terre et commencer à chercher des personnes qui peuvent nous compléter ou déléguer en plus. Et disons, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, je voyais mon entreprise grandir et de l'autre côté, je voyais aussi des départs.
Et émotionnellement, c'est très, très difficile voir un patron d'entreprise que vous avez créé et tout d'un coup, les collaborateurs, un après l'autre, partent. Et puis, engager des gens, c'est pas simple à faire parce que le navire continue à bouger. De l'autre côté, vous avez besoin des matelots, vous avez besoin des capitaines, etc. Et processus de recrutement, ça prend beaucoup de temps. C'est pas une question du jour au lendemain, je remplace quelqu'un. C'est minimum en 3 mois et 6 mois. Ouais, Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? oui, alors effectivement, c'est un processus qui s'anticipe, même si souvent, comme tu le dis, on s'en rend compte un peu au dernier moment malgré tout. Et puis, effectivement, il y a quand même un temps de latence, encore une fois, spécialement sur le marché en ce moment. Euh, le défi en plus, c'est que le profil qu'on rechercherait Voilà. ne court pas les rues non plus. C'est-à-dire qu'effectivement, on a souvent un profil de fondateur ou cofondateur qui sont spécialistes sur un produit, un service, une technologie. Et là, on doit staffer une équipe avec HR, finance, IT, toutes ces fonctions support essentielles. Mais on doit trouver quelqu'un qui est à la fois une super boîte à outils, qui souvent va avoir été acquise dans des grandes entreprises. On va peut-être pas aller chercher quelqu'un qui vient d'une autre start-up. On se dit, tiens, quelqu'un qui a vraiment été à bonne école. Donc, quelqu'un qui a ce bagage technique, mais qui saura le faire vivre dans une toute petite structure. Donc, avoir le bagage technique, c'est une chose. Être capable de le transférer dans une startup scale-up, tout le monde ne sait pas faire ça. C'est vraiment quelque chose que nous, on teste dans les processus de recrutement. Par ailleurs, en général, ce profil, c'est pas quelqu'un qui sort d'école, donc c'est peut-être quelqu'un qui a déjà quelques heures au compteur, 40, 45 ans, et là, on lui dit, ben, en fait, tu rentres dans cette structure hyper hands-on opérationnelle, tu vas devoir faire un peu tout, tes fichiers Excel, tu n'auras pas d'assistante, il faut mettre la main à la pâte. Donc, il faut être à la fois hyper stratégique, hyper hands-on et accepter de vraiment mettre les mains dans le cambouis. Et encore une fois, tout le monde ne l'accepte pas nécessairement. Une autre chose aussi, c'est, je pense que vous le vivez tous en tant que dirigeant de Startup Scale-up, c'est que vous avez une idée de direction et à la fois, comme dit Selim, ça peut tanguer, ça peut changer. Donc, il y a de l'ambiguïté dans ces entreprises-là. Je pense que c'est une caractéristique très essentielle. Et là aussi, on cherche donc quelqu'un qui non seulement ait la vision stratégique, mais sache l'adapter avec cette ambiguïté et guider un petit peu en fonction de là où va le vent. Et ça, on peut constater parfois des gens qui semblent hyper experts d'un domaine avec un bagage super solide, mais qui vont pas arriver à avoir cette adaptabilité, cette capacité à vivre avec de l'ambiguïté. Et dans le même sens que l'ambiguïté, il y a un peu un sens du tempo et du timing. Je me souviens, on parle toujours des succès, je vais partager un échec. J'ai recruté un directeur qualité et opération pour une scale-up qui est active dans des sound systems hyper haut de gamme, c'est la Rolls-Royce des sound systems. Donc, j'étais allée chercher quelqu'un qui était passionné de musique et qui venait de chez Hermès. Donc, Hermès, je pense que processus de fabrication, qualité, tout, a priori, on l'a regardé vraiment tous avec les yeux de l'amour. Il a commencé, ça s'est super bien passé. Et puis, en fait, le DG m'appelle et me dit, bah, il est super, mais il me fait des plans théoriques comme il ferait chez Hermès. C'est super, mais moi, j'ai pas le temps Hermès, en fait. Il faut que ça bouge, il faut qu'on y aille. Et il n'arrivait pas à vivre avec cette idée que, voilà, better done than perfect, on dit souvent dans le monde des startups, scale-up, c'est ça. Il avait sa feuille de route toute parfaite, mais ça ne correspondait pas à la réalité du tempo de l'entreprise. Donc voilà, je dirais pour résumer, stratégique et opérationnel, à l'aise avec l'ambiguïté, qui est super hands-on, et puis voilà, qui a le sens du rythme, quoi, finalement. Donc oui, ça prend du temps de trouver cette personne. Merci beaucoup, c'est très très intéressant ce que tu as dit, ça nous éclaire. Maintenant, il y a deux choses. Une, trouver les bons talents, et deux, garder les talents. Ouais. Alors, j'aimerais m'adresser à Max. Peux-tu nous Merci, dire attendez, quand même. comment Heureusement. on garde les talents? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Ouais, bon, c'est une question large dont on a déjà partiellement répondu, je crois, en disant qu'il faut être un peu organisé et conscient de ses besoins. C'est vrai que quand on est fondateur de start-up, on a toutes les casquettes. Alors là, je prends ma casquette avocat, mais il faut regarder structurellement une entreprise. On est actionnaire, on est souvent au conseil d'administration, on est manager de la boîte, on est employé. Donc on distingue un peu pas très bien les questions d'organisation de sa boîte au début, et c'est normal parce qu'on doit tout faire, on lance. Puis on grandit, et puis on gère pas 4 personnes qui sont toutes d'accord pour se dire on a ce projet commun, comme on gère une équipe de 10, 15 ou 20.
Et sous cet angle-là, je crois que la première chose, c'est effectivement d'être capable de faire un organigramme. Alors, j'ai pas de problème qu'il soit plat, en pyramide, peu importe. C'est nécessaire simplement de distinguer les casquettes et de savoir qui est en charge de quoi, je crois, parce que la clarté qu'on offrira aux gens qui viennent est nécessaire, sachant que l'intérêt du fondateur d'une entreprise qui est aussi actionnaire n'est pas nécessairement l'intérêt de quelqu'un qui rejoint la boîte en tant que collaborateur. Et donc, il faut être conscient de où sont les casquettes pour dire je ne peux pas, pour conserver les gens, espérer de quelqu'un qui n'est que collaborateur de mon entreprise, c'est-à-dire qui n'a pas ma casquette d'actionnaire, d'avoir le même intérêt à son développement que moi. Donc, il faut avoir cette vision-là. Et ça implique d'avoir une vision assez claire de sa valeur ajoutée, ce que disait Robert tout à l'heure, ce que je veux garder dans l'entreprise. Et ça, sur la base de vos contrats, je comprends ma casquette d'avocat, on voit très bien que les entrepreneurs, au début, ont une tendance à mélanger un peu les questions. C'est-à-dire dire, moi, j'ai pas envie de payer des cotisations sociales tout de suite, donc je vais dire que X, il est plutôt consultant plutôt qu'employé. Mais la réalité du droit suisse en général, c'est qu'il ne suffit pas de dire que quelqu'un est consultant pour qu'il le devienne. À partir du moment où il y a un lien de subordination, il est employé, que j'ai appelé ça contrat de mandat ou pas. Donc il faut être conscient de ce dont on a besoin à l'interne, de ce dont on a besoin à l'externe, d'organiser ça. Et je crois qu'en offrant cette clarté aux gens, ils restent. En tout cas, on a plus de chances. De comprendre aussi qu'il faut offrir un package qui correspond à la casquette que je recrute. Et ça passe par la rémunération qui va avec. Alors, il y a le package salarial, la rémunération fixe, potentiellement une part variable, si on a des gens qui ont un impact directement sur ça. Puis j'en parlerai peut-être un petit peu après si on a envie de plan d'intéressement, pour aligner quand même cette vision de l'actionnariat qu'on a quand on est fondateur et qu'on n'a pas nécessairement quand on est collaborateur. Et puis, c'est aussi d'offrir les cadres de travail qui correspondent. Parce qu'un contrat de travail, on a toujours l'idée de dire c'est risqué, si j'embauche quelqu'un, il faut que je paye tous les mois. Mais enfin, un contrat de travail, ça se résilie. Alors là, c'est là qu'il faut être conscient de son organigramme pour dire bah, je veux me protéger contre les départs. Bah, peut-être que le CEO, je vais lui dire qu'il ne peut pas démissionner avec un préavis de moins de 6 mois ou 8 mois. J'ai peut-être intérêt à agrandir ces périodes-là. C'est un risque pour l'entreprise, mais c'est aussi l'assurance d'avoir des gens qui restent. Je te vois bien cette distinction de startup pour quelqu'un de très important. Et puis, c'est un contrat de mandat qui est résiliable en tout temps. Donc ça, c'est quand même quelque chose structurellement, stratégiquement, pour se prévenir des départs, qui est une aberration. Un contrat, qu'on l'ait écrit ou pas, si c'est un mandat, on peut le résilier pour demain. Donc, les délais de préavis. Et puis, d'offrir du coup la flexibilité nécessaire aux gens. Donc, de dire, mais peut-être que le contrat, il est rémunéré à l'heure, ou est-ce qu'il est rémunéré à la tâche? Est-ce que c'est un contrat à temps partiel? Ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Je pense qu'il faut aussi être conscient du monde dans lequel on évolue. Alors, le congé paternité est devenu une obligation maintenant, mais j'avais des startups qui, il y a quelques mois, avaient prévu déjà ça avant même que ça rentre en vigueur en disant que ça fait partie du monde. Donc, je crois qu'il faut aussi regarder le monde qui nous entoure et de voir le marché. C'est concurrentiel, donc quand je recrute quelqu'un, je dois lui offrir les conditions de travail qui correspondent à. Puis ensuite, je parlais d'aligner les visions. Le plan d'intéressement est un super outil, c'est de dire, bon, bah, il y a l'aspect rémunération, évidemment, mais il y a un aspect plus social, c'est-à-dire que je peux participer au développement de cette entreprise. Et si elle croît en valeur, j'ai mon salaire, c'est une chose, mais je tire aussi du résultat de ça. Et ça permet la fidélisation, parce qu'on a des périodes de plusieurs années où on obtient une participation au résultat. Alors, ça peut être purement un incitatif financier, mais il peut être social. Je viens à l'Assemblée générale, je vote aussi. Et c'est là qu'on peut traiter des plans d'intéressement. Si l'audience est intéressée, on peut en parler plus longuement. Enfin voilà, donc organisation, clarté sur le besoin d'intégration de certaines ressources, le bon contrat pour les bonnes personnes, la flexibilité, et puis tenter au maximum, en fonction des ressources, d'aligner les intérêts de chacun. Et je crois que c'est là de s'entourer des bonnes personnes, c'est nécessaire, parce qu'on dit souvent qu'on n'a peut-être pas les bons employés ou les bonnes personnes, c'est plutôt qu'ils ne sont pas toujours à la bonne place. On a souvent des bonnes personnes, mais pas au bon endroit. Donc il s'agit d'avoir un peu regardé ça de manière un peu claire. Et oui, quand on est de plus en plus, on est de plus en plus organisé, c'est nécessaire. Et la clarté permet de conserver les gens, je crois. Excellent, Max. Peut-être je vais te challenger un peu, parce qu'on peut faire le meilleur contrat avec préavis, mais parfois il y a la question de burn-out, par exemple. Tout d'un coup, votre CEO, il a le burn-out, vous êtes dans le guidon. Donc ça, c'est un point. Avant que tu réponds à cette question, peut-être je vais aussi dire, en tant que patron, dès le départ, il faut être moins égoïste. Après 30 ans d'entrepreneuriat, je prends ça comme note. Il faut partager dans la mesure, c'est qu'il faut que ça soit win-win situation. Parce que ça, c'est aussi important. Peut-être participer à l'equity, ou etc., par exemple. Alors, pour la première question, qu'est-ce que tu dirais? Bon, alors effectivement, quand on parle
d'organiser son entreprise, on doit parler de recrutement, ça, mais enfin, Ouais. il y a le risque de gens qui s'en vont. Puis le départ, il n'est pas nécessairement de quitter l'entreprise avant que je parle de burn-out, ça peut être des maladies, mais ça peut être aussi de quitter son poste. Hein. Ouais. Il y a un turnover naturel des employés. Enfin, si on a tout le monde qui reste à son poste, personne ne veut grandir, il faut se demander si on ne paye pas un peu trop les gens. Hein. Donc il y a peut-être ces questions-là à régler. L'employeur en Suisse et en général doit protéger la personnalité de ses employés. À partir de là, je dois mettre en place des choses pour prévenir les burn-out. De là à dire qu'ils seront prévenus, c'est difficile. Mais ça implique par nature une responsabilisation du management qui est de dire je dois faire absolument attention à ça. C'est une obligation dans le code d'obligation. Hein. Et ça implique, effectivement, je crois que ce dont je parlais tout à l'heure, l'organisation, la clarté, d'assurer qu'un whistleblower peut exister, des personnes à qui discuter, une hiérarchie claire, limite un tout petit peu ça. Et puis, une clarté dans l'organisation, qu'il y ait des charges qui correspondent effectivement à ce qu'on demande, et puis de surveiller ça. Je n'ai pas de recette miracle, je suis qu'avocat, mais je pense qu'il faut absolument garder ça en tête. C'est vrai que dans ce contexte, il me semble aussi que l'aspect que je décrirais comme culturel pour l'entreprise, c'est quelque chose d'important aussi parce que, comme tu l'as dit, Max, qu'on soit 4, 10, 20, 30 personnes, ça change toute la dynamique. Les personnes qui étaient là depuis le début, est-ce qu'elles s'y retrouveront encore dans un organigramme? Est-ce qu'elles ont cette volonté d'être dans une structure plus grande, plus structurée, plus organisée? Et pour revenir aussi sur le point que tu faisais de la rareté des talents, c'est en fait aussi en ayant une vision claire qu'on puisse transmettre même aux gens qui postulent, aux postulants, qu'on arrive à acquérir les bons talents. Donc, c'est pas simplement se dire il faut que je croie au niveau financier, au niveau du nombre de collaborateurs que j'ai, mais quelles sont les valeurs que j'aimerais en fait transmettre? Quelles possibilités de croissance j'aimerais offrir à mes employés? Est-ce que j'aimerais essayer d'être, j'ai envie de dire, plus moderne, où je me base plus sur les capacités de chacun que sur des cahiers de tâches, offrir aussi une perméabilité pour passer d'un rôle à l'autre. Quelle est la stratégie RH que j'ai derrière? Comment est-ce que je me vois en tant que chef d'entreprise, en tant que CEO, fondateur, cofondateur, continuer à mener à bien ce joli parcours que j'ai commencé il y a 1, 2, 3, 4 ans. Et c'est difficile parce qu'on est la tête dans le guidon. Si ça marche bien, on a d'autant moins de temps. On a besoin de d'autant moins de personnes, d'autant plus de personnes. Et on a d'autant plus besoin de se projeter et puis de s'imaginer l'image qu'on aimerait transmettre dans l'entreprise. Donc, on est sur le fil du rasoir. C'est un équilibre difficile à trouver. Mais je pense que ça, c'est vraiment, et j'espère que tu partages cet avis en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment se donner les moyens de regarder au loin. Absolument, un fil de rasoir. Et justement, j'ai une question à toi, Claire. Culture de l'entreprise, est-ce que c'est le CEO fondateur ou le conseil d'administration qui doit définir? Parce que c'est très, très important pour le futur. C'est une vraie question. Je pense que les deux, mon capitaine, clairement, le conseil d'administration ne peut pas dessiner une culture qui ressemble pas à celle qu'a voulu le fondateur, puisqu'on s'occupe de start-up scale-up, donc il y a une figure de fondateur, CEO, voilà. Et même si le CEO n'est plus le fondateur, il faut clairement que les gens qui soient et qui font l'entreprise au quotidien soient alignés avec la vision du conseil. Donc c'est quelque chose qui se co-construit. Après, il est évident que en tant que dirigeant d'une PME, il faut s'appuyer sur le conseil aussi pour voir comment traiter ces thématiques-là qui sont quand même éminemment complexes. Et dans des toutes petites structures comme ça, on n'a pas toujours effectivement à l'interne toutes les personnes pour répondre à comment on fait vivre une culture. Donc oui, tout à fait, le conseil peut aider peut coacher le DG, peut participer à des projets transverses, peut être un point d'alerte sur des questions de culture que le DG voit peut-être plus parce qu'il est trop la tête dans le guidon, aider presque comme un copilote le DG pour driver la culture. Ça, c'est clairement un allié à avoir en tête, le Très conseil. bien, très bien. En tout cas, mon expérience, la plupart de seed, pre-seed, ils n'ont pas un board, un conseil d'administration. Ils prennent un advisory board qui fait pas grand-chose. Alors moi, je suis d'accord avec toi. Il faut avoir quand même ou un advisory board, un board qui va aider les fondateurs et puis le CEO
il ne faut pas dire que l'entreprise est petite. Les fondateurs sont très, très concentrés dans le business. Il faut vraiment avoir un conseil d'administration ou advisory board. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça. Ça va de la solidité de l'entreprise que d'avoir effectivement ce que je disais, des rôles définis. Il faut se rappeler que s'il est du ressort du conseil d'avoir une stratégie à long terme, et donc il faut un conseil vraiment impliqué, donc aux bons endroits, puis effectivement d'offrir des parts de capital à un advisory board qui ne va pas vraiment travailler, donner peu de solutions à l'entreprise, aussi petite soit-elle. On a souvent des startups, finalement, il y a 2 employés réels pour 5 advisors et 3 membres du conseil. Ce n'est pas un problème. Il faut juste activer les bonnes personnes aux bons endroits et assurer qu'ils ont bien compris la mission qui leur est transmise. Et ça, c'est le rôle du fondateur, en tout cas, pendant pas mal d'années. Tout à fait. Alors, donc, on a traité, disons, la planification, la vie d'entreprise, et puis finalement, qu'est-ce qu'on peut nous tirer conclusion de cette discussion, si on veut faire bullet points. Je pense que ce que tu as dit, cette image du Superman, elle est importante, qu'effectivement, un succès d'entreprise se fait autour certainement souvent d'une personne avec une énergie, une vision, une envie, mais que le réservoir n'est pas infini. Donc, il faut nourrir ce succès pour le convertir en quelque chose de durable avec plein de talents, avec des processus, avec des systèmes, et que ça prend du temps, quoi. Donc, il faut être patient et savoir bien s'entourer. Et persévérer. Et persévérer. Oui. Et Robert? Je pense que là où on devrait tendre, en fait, c'est réussir à créer une fonction RH qui permette, en fait, de créer de la valeur pour l'entreprise. C'est un peu en dichotomie avec l'image qu'on a traditionnellement des RH, qui sont ceux qui engagent les personnes, ceux qui s'occupent des problèmes, ceux qui ont les discussions de départ. Mais de nos jours, il y a aussi des attentes en termes de valeur, en termes de vision, et les RH peuvent amener beaucoup à l'entreprise, beaucoup plus que ce à quoi on pense traditionnellement dans un carcan un peu que moi je qualifierais d'un peu issu du passé. Et c'est là en fait où il faut en venir, parce que si vous avez les bonnes personnes qui sont en charge des bons aspects, si vous avez le bon mélange entre in-house et outsourcing, ça crée une ambiance, une dynamique où vous pouvez vraiment tirer le maximum de vos employés. Je ne parle pas seulement de la fonction RH, mais du coup de vos employés de manière générale, parce que vous aurez probablement les bonnes personnes aux bons endroits, qui sont stimulés par les bons facteurs, et puis qui ont envie de rester parce qu'ils se sentent aussi justement inclus dans l'entreprise et qui se sentent qui s'identifient à l'entreprise. Et je reviens de nouveau à cet aspect de planification, mais la planification doit aussi être flexible dans une certaine mesure, parce qu'on est par essence dans une dynamique de croissance. Donc, il ne faut pas avoir peur nous aussi de se dire, je réajuste ça pour prendre l'exemple, par exemple, des grilles salariales. Évidemment que si on est 4, si on est 10, si on est 20, il faudra peut-être aussi reconsidérer la structure salariale de toute l'entreprise. Donc, j'ai vraiment envie d'insister sur cet aspect de vision à long terme avec un aspect modulaire aussi, qui sera nécessaire parce que on a envie de continuer à grandir, on peut pas trop se projeter, trop faire des pas vers l'avant, mais c'est important qu'on ait justement la bonne balance, je dirais, entre ces divers facteurs et puis qu'on soit aussi bien conseillé en fin de compte. Justement, cet aspect Superman, cet aspect ouvrir ses idées, s'ouvrir les idées, s'ouvrir à d'autres inputs. À mon avis, ça peut vraiment, et d'expérience, ça peut vraiment Parfait. être très utile. Merci beaucoup, Robert. Et Max, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais je peux insister sur un point. C'est vrai qu'on a une tendance à reléguer les ressources humaines à la gestion des employés dans le quotidien, mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Je le vois dans toutes les transactions de vente d'entreprise, c'est un actif, ces ressources humaines qu'on vend également. Et je ne dis pas qu'on vend les gens, je dis qu'on vend la logique structurelle. Et c'est pour ça qu'il faut être bien au clair sur ce qu'il y a à l'interne et à l'externe. Et puis, si je dois rajouter un point, c'est vous passez d'une logique à 4, vous avez des contrats avec chacun des 4 qui peuvent se discuter un par un. Vous devez savoir que l'entreprise, les gens parlent entre eux. Il faut une logique donc claire, donc vous passez une logique un peu plus de dire, bah, il y a peut-être des choses que je peux
mettre un socle commun pour tout le monde. On passe dans une logique de règlement, de politique interne, et ça doit être vu comme un actif nécessaire au même titre que le développement opérationnel de l'entreprise, parce que c'est un sujet de discussion dans tout due diligence de vente ou d'investissement. Donc, il faut absolument avoir une ambition claire sur le sujet. Et dans la gestion de la croissance, ben, c'est planification, sur recrutement, les bonnes personnes. Et donc, voilà, j'insisterai sur l'aspect stratégique des ressources. Super. Et de ma part, je vous donne quelques informations. Qu'est-ce qui s'est passé après 3 ans? Donc, 3 ans croissance, 3 ans un peu difficulté. Alors, j'ai engagé Ernst & Young, Keller Carrard. Je me suis bien consacré sur la ressource humaine. Et ben, notre entreprise est devenue une entreprise globale au bout de 20 ans. Mais je répète de nouveau, la ressource humaine est très, très importante. Le fondateur ou le CEO doit avoir toujours win-win dans la tête et puis oublier Superman, mais simplement rester man. Voilà, c'est le mot de ma part. Voilà. Donc, peut-être on va passer aux questions. Je fais une petite place ici, comme ça on entend Volontiers, aussi. oui, oui. OK. Je ne sais pas déjà Parfait. dans la salle, est-ce qu'il y a Parfait. des questions de votre côté? Non, je commence par une des questions qui est venue en ligne. Il y a pas mal en fait de questions sur la taille, mais qu'est-ce que la taille? Donc, la première question, c'est, vous avez parlé d'un palier à partir duquel le directeur doit déléguer. Et finalement, c'est quelle taille? C'est 10 personnes, c'est 15 personnes? Est-ce on peut réfléchir comme ça ou c'est une question de chiffre d'affaires? Je sais pas. Je pense que c'est d'un côté la taille, mais aussi les perspectives. Si disons que maintenant on est 5, on est 8, on est 10, mais on prévoit de d'abord, durant quelques années, vouloir se stabiliser et ensuite continuer à s'expandre, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que le fondateur et les membres déjà sur place peuvent absorber plus. Donc, je- j'aurais de la peine à donner un nombre précis à partir de quand est-ce qu'il y a il y a la ligne où il faut vraiment que j'ai des fonctions plus claires, que j'ai une perspective plus claire. Mais je pense que ça aspect de rapidité est important. Bon, sur le point plus juridique, pour des chiffres plus précis qui pourraient me venir en tête, quand vous créez une entreprise, en tout cas de capitaux, vous n'avez pas nécessairement l'obligation de faire réviser vos comptes, mais passer 10 employés en équivalent plein temps annuel, vous devez. Vous pouvez plus opter. Donc, il y a déjà une logique juridique à l'idée que 10, c'est un nombre où on doit commencer à structurer les opérations différemment. Alors, déjà sur la base des comptes, mais enfin, ça implique d'autres choses. Et puis ensuite, il y a des seuils dans la loi sur le travail à partir de 50 personnes pour des représentations de personnel, des choses comme ça. Mais je crois que la vraie réponse avant ces 10, 50, c'est à quel moment c'est plus gérable pour le management de s'occuper de chacun en direct et d'avoir besoin d'une vue plus globale. Et là, vous devez commencer à organiser, déléguer. C'est le moment où vous n'arrivez plus à faire vous, quoi. Et en simple. Et je crois que c'est la bonne réponse. Ok, merci. Vu que vous avez la parole, Max, je pense que c'est pour vous aussi à peu près la même question, mais pour le plan d'intéressement. Donc, à partir de quelle taille, à nouveau, ou quel moment ça vaut la peine de mettre en place ça? Bon, plan intéressant, déjà, ça veut dire plein de choses. Mais enfin, si je distingue ma manière de voir le package salarial, donc il y a ce que je disais tout à l'heure, un salaire fixe en général, une part variable potentiellement, et là, c'est indexé sur des performances personnelles aux entreprises. Et puis, il y a le paquet d'incentives, qui là peut être social, donc je vais faire des plans dits physiques, donc je donne des actions de ma société, ou purement indexer un bonus en cash à la prise de valeur de l'entreprise, ce qui est possible aussi. Mais l'intéressement, il peut y avoir ces deux liens. À partir de quelle taille, je ne pense pas que ce soit la bonne logique, c'est à partir de quel moment dans une startup, je ne peux pas être compétitif sur le marché du recrutement purement par ma capacité à payer. Donc, il va bien falloir que je trouve une manière d'intéresser les gens à venir. Bon, bah ça, leur dire, bah, si la boîte grandit, tu prends ce risque, mais t'en tires les bénéfices. Donc, ça peut venir très, très tôt. Euh, Ce qu'on voit souvent dans le monde startup, en tout cas, c'est qu'on réserve 10-15% du capital pour les employés et les premiers 5-7% sont dédiés à 3 personnes qui viennent très tôt. Puis ensuite, les 10% supplémentaires à 10 ou 15 personnes, la boîte ayant grandi en valeur. Donc, c'est moins. Par contre, un point que je veux absolument citer ici, quand on donne des actions à quelqu'un, c'est pas pour remercier pour du travail passé. C'est je veux que tu restes pour les années à venir. Donc, c'est important de ne pas le voir comme purement combler le gap salarial sur le marché,
mais c'est de dire c'est un intérêt à ce que tu restes demain. Et c'est très important parce que un actionnaire même très minoritaire peut très largement polluer la vie d'une entreprise quand ça s'est mal passé. Voilà. Donc pas de nombre, mais un momentum. Merci. Dans la salle, oui. Vous avez beaucoup insisté sur la rémunération pour attirer les talents. De nos jours, on voit que les jeunes générations sont moins intéressées par la rémunération, mais plutôt par le projet d'entreprise et leur projet de vie. Dans une entreprise en forte croissance, certes, il y a un projet certainement attractif, mais comment vous allez régler le challenge d'attirer les talents, leur laisser la liberté nécessaire pour leur projet de vie personnelle à côté? Je pense au travail à temps partiel, la flexibilité, les projets humanitaires que les uns et les autres peuvent envisager, la question familiale, bien sûr, vous voyez où je veux en venir. La question porte sur, je répète juste pour les gens qui sont en ligne, j'essaie de la résumer, sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie à côté, notamment, est-ce qu'on peut donner en plus que la rémunération salariée? Oui, alors peut-être, nous, ce qu'on peut voir quand on s'adresse aux gens sur le marché, c'est qu'effectivement, ce type de conversation arrive beaucoup plus upfront qu'avant, quoi. C'est vrai qu'on se retrouve, donc nous, on recrute des senior leaders et puis on se retrouve parfois dans des entretiens où on a quelqu'un pour un poste de direction générale qui, dès le premier entretien, nous dit, moi, j'ai un chien, donc je veux 2 jours de home office. À la limite, pour pousser le cliché d'un jeune génération, je ne sais plus quelle lettre, on pourrait se dire, oh là là, ils sont pas sérieux ces jeunes. Moi, ça m'est arrivé avec des gens qui ont 45 ans et qui l'affichent upfront. Donc, il n'y a pas une question de génération, c'est extrêmement diffus aujourd'hui. En revanche, il serait, je pense, faux de se dire que tout le monde a un chien et tout le monde trouve que c'est génial d'être en remote. Chacun a son indice de qu'est-ce que c'est donner du sens. Je pense que quand voilà, on est ici à Sion, on est dans une région avec un potentiel énorme, avec des atouts énormes. Qui est peut-être pas sur la carte tout de suite par rapport à Berlin, Zurich, etc., mais qui a plein de choses à offrir. C'est un projet qui a du sens sur le plan géographique, social, sociétal, et ça, il faut savoir le vendre, il faut savoir le matérialiser. Alors oui, il y en a qui vont vouloir du remote, oui, il y en a qui vont vouloir des shares, il y en a qui vont être passionnés de montagne et qui vont trouver ça génial le vendredi après d'aller marcher en montagne et faire du ski. Donc ça, c'est de l'employer branding, c'est du storytelling, c'est de la passion, c'est de l'humain. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On est les ambassadeurs de nos clients et souvent, les candidats nous disent, je n'étais pas du tout en recherche, mais je vous ai eu au téléphone et je vous ai senti tellement animé par le projet. Et ce n'est pas notre boîte, hein. Nous, on vend les projets des gens pour qui on recrute, mais on est sincère, authentique et en général, on y croit. Et donc, on a cette force de conviction. Donc, je pense qu'il faut juste des porte-paroles à l'interne de l'entreprise qui soient là et qui racontent cette histoire et qui valorisent ce qu'il y a à valoriser. Tout le monde ne va pas offrir du home office. Tout le monde ne va pas offrir du temps partiel parce que c'est parfois pas possible. Donc, il faut réfléchir à ce facteur différenciant et ils sont tous uniques et on n'est pas obligé de tous rentrer dans la même chaussure parce que c'est pas non plus ce qu'attendent les gens. Nous, on s'en rend compte. Parfois, on dit, il n'y aura pas ça, mais il y a plein d'autres choses à vendre et les gens rentrent là-dedans. Il y a aussi plein de gens qui nous disent, moi, j'ai détesté le home office, j'ai mes enfants qui pleurent, j'ai un appart trop petit, j'ai pas envie de ça. Je veux une équipe dynamique, je veux des collègues de qui apprendre. Donc, je pense qu'il faut pas mettre ça comme une sorte de barrière upfront. Et parfois, les RH disent, ah oui, on n'a pas de home office ou on n'a pas des bons salaires, donc on n'arrive pas à attirer. Non, c'est plutôt que le recrutement, c'est vraiment un métier. Et en fait, il faut des gens qui sont presque plus des gens de la com et du marketing avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie pour convaincre des gens de rentrer dans un projet quand il y a 3% de chômage. Si effectivement vous avez un RH qui a sa petite feuille et qui coche les croix et qui dit « Ah ben ça tu sais faire, ça tu sais pas faire », 3% de chômage, la personne va dire « Moi j'ai autre chose à faire, ça m'intéresse pas ». Donc voilà, faut vendre des projets humains, c'est ça les entreprises, je pense, in fine. Et puis pour rebondir là-dessus aussi, moi je pense que la question qui a été posée est très appropriée parce que surtout quand on parle maintenant aussi des jeunes générations, des nouveaux arrivants sur le marché du travail, ils sont très portés par les valeurs. Donc, bien sûr, comme tu le disais, Claire, peut-être qu'en termes de salaire de base, tu ne serais pas forcément compétitif, mais quel est le package total? On peut aussi imaginer justement une flexibilisation des bénéfices. On peut aussi imaginer de pouvoir acheter des jours de congé, de pouvoir se mettre d'accord. C'est ce qu'on appelle le concept de total reward, qui monétairement fait souvent un petit impact ou un très petit impact, mais par rapport au projet humain, par rapport à l'aspect attrayant de l'offre,
en fait un rôle important à jouer et d'expérience, ça peut souvent faire la différence aussi parce que justement, le monde du travail a beaucoup changé. Euh, j'ai pas l'âge de savoir comment il était il y a 30, 40 ans, mais ce qu'on entend des gens, des collaborateurs de nos clients qui sont plus âgés, c'est l'approche et l'attente, en fait, d'une relation de travail a totalement changé durant les 10, 20, 30 dernières années et ça va continuer d'être le cas. Donc, vraiment avoir cet aspect, cette approche plus spectre global de qu'est-ce que j'offre à mes employés en tant que tel. Outre la fiche de paie mensuelle et un éventuel bonus ou voilà, les sorties en équipe, justement le télétravail, la flexibilité. Est-ce que je Ou peux le projet d'entreprise le projet aussi, tout simplement. d'entreprise? Enfin, Ouais, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont innovantes technologiquement et qui peut-être vont aussi contribuer à certaines solutions pour tout ce qui est sustainability, par exemple. Ça, en soi, c'est aussi porteur de sens. Mhm. Donc, Moi, j'allais y venir, je pense que c'est vraiment important, ça me tient à cœur, mais on est vraiment dans un monde qui change vers une gouvernance ESG, donc c'est vraiment la gouvernance à impact environnemental et social. Ça implique de gérer cette question. Et même si on se dit que ça s'applique aux grosses entreprises, c'est pas vrai. On doit assurer que toute la chaîne de gens participant à la création de valeur soit dans cette mouvance-là quand on est une grosse entreprise, ce qui ruisselle donc sur les plus petites. Donc, il faut être dans cette optique-là, ce qui permet aussi d'offrir un package quand c'est véritablement pas le cas et pas du greenwashing, d'accueillir des gens qui ont plus cette volonté d'impact. Ça fait partie de la nécessaire gouvernance sociale de son entreprise. Je crois que c'est important d'insister sur ça dans le monde qui nous entoure. Il y a une question en ligne aussi. On a très peu parlé d'argent. Du coup, quel coût finalement pour un outsourcing? La question porte surtout sur le recrutement et ressources humaines. Et la question subsidiaire, est-ce que c'est abordable finalement pour une start-up? écoutez, c'est souvent abordable pour une start-up au sens où quel coût si vous le faites par vous-même, en fait. En général, vous avez autre chose à faire. Vos journées seraient certainement mieux occupées qu'à faire du recrutement. Et il y a des outils pour le faire bien. Nous-mêmes, parfois, on peut avoir manqué de temps pour un processus et se dire, ouh là là, ouais, c'est pas pour rien qu'il y a des processus. Donc, je dirais plutôt, c'est quoi l'externalité négative à tenter de le faire tout seul? C'est du temps en moins sur des projets, c'est des risques de recrutement. Donc, encore une fois, on revient à la question initiale, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou de faire faire? Je pense que c'est trop important en phase de croissance. Un talent en plus sur des petites boîtes, c'est essentiel. Si vous vous trompez, ça vous coûte cher en avocat, ça vous coûte cher en démotivation interne, ça vous coûte cher en crédibilité parce que vos collaborateurs se disent oh là, mais en fait, il ne sait pas du tout où il va. Donc, en général, nos clients nous disent finalement, j'ai quand même vraiment bien fait. Donc, Si on espérons que creuse ça un dure. petit peu, vous travaillez selon quel modèle d'affaires? Alors, C'est on travaille, au ouais. recrutement, c'est à la Donc, personne? nous, on est ce qu'on appelle un cabinet de chasse de tête et pas une agence de placement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va travailler sur un modèle d'exclusivité. Un client va nous briefer, nous confier un mandat sur un job spécifique et on va être les seuls à travailler sur ce mandat-là avec une exclusivité de 8 semaines. C'est quelque chose qui nous semble essentiel pour bien travailler. On est sur un trop petit marché, tout le monde se connaît. Si on est plusieurs personnes à aborder le même vivier de talent, en général, l'effet est plutôt délétère. Donc, on travaille sur la base de mandats exclusifs avec un système de retainer. Donc, ça veut dire qu'en fait, on bill quoi qu'il en soit, c'est-à-dire pas au succès. Au succès, ça va être des gens qui vont vous envoyer quelques CV, ça marche, ils facturent, ça marche pas, ils facturent pas. Et c'est une démarche extrêmement différente. Ça va être des gens qui vont avoir quelques CV dans leur base de données et qui vont en envoyer 3-4. Ils ne vont pas faire un effort de chasse. Ils ne vont pas se dire, ah tiens, les caractéristiques spécifiques de cette entreprise, c'est ça. Donc, je vais aller chercher dans tel secteur des talents transférables ou chez telle autre entreprise et je vais les aborder de manière active et essayer de les convaincre pour qu'ils rejoignent. Mais c'est plutôt des gens qui vont appuyer sur un bouton, dire, attends, j'ai déjà parlé à telle personne qui fait à peu près ça ailleurs. Je vais envoyer le CV, j'en envoie 3, ça marche, c'est cool, ça marche pas, je passe à autre chose. Donc, c'est une démarche très différente. Et puis, nous, on est aussi dans une démarche, Célim l'a vécu avec nous aussi, un peu de conseil, de collaboration. On n'est pas du tout transactionnel, on est là pour réfléchir avec les dirigeants, les challenger aussi, leur dire, tu sais, peut-être finalement, on a abordé le marché, le profil, c'est peut-être pas exactement ce qu'on avait dit au début, c'est peut-être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Et ça, c'est pas ce que fera une agence de placement.
Et par ailleurs, on a également des clauses de garantie qui sont, je pense, intéressantes. Nous, on a une vision très long terme chez Ganchi Partners envers les candidats et les clients, et on a une clause de garantie de 15 mois. Donc, si le recrutement qu'on fait se passe mal dans les 15 mois, du fait de l'entreprise qui recrute ou du collaborateur qu'on a recruté, on s'engage à remplacer la personne à nos frais. Ça nous arrive extrêmement peu, mais on tient à aller bien au-delà des clauses du marché. Le marché est plutôt sur 6 mois en général. Mais on se dit, voilà, c'est la preuve qu'on a envie de vraiment prendre le temps de comprendre à qui on parle des deux côtés de la table. Ok. Encore une question en ligne, plus ou moins dans sur le recrutement. Donc, peut-être là, Céline, vous avez une réponse. Comment est-ce qu'on recrute des membres du CA, du conseil d'administration? Ah, du On conseil. passera peut-être à un spécialiste pour voir si De- vos réponses sont justes. En tout cas, dans mon cas, j'avais besoin d'un bureau d'avocat que j'avais confiance, ainsi qu'un cabinet d'audit, donc que j'avais confiance. Et dès le départ, je veux dire, lorsque les problèmes sont venus, là, je suis tombé de Superman Man, et là, je me suis vraiment concentré pour chercher ces personnes. Et puis après, une troisième personne qui vient peut-être de l'industrie, ainsi que moi-même. Donc, voilà, c'est comme ça que... euh, et mon conseil d'administration a vécu jusqu'à aujourd'hui, donc au-delà de presque 25 ans. Et on a fait des réunions stratégiques 5 fois par année. Donc, c'était un conseil d'administration très, très dynamique, disons comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, oui, bien OK. sûr. Claire, est-ce qu'il y a une Non, procédure ou est-ce que... Alors oui, on aurait effectivement un processus assez clair et structuré où on effectuera un mapping du marché en fait et des personnes qu'on identifierait comme capables et qu'on aborderait, donc assez similaire à un mandat exécutif. Je pense que l'atout peut-être principal de passer par un partenaire externe, ce serait d'avoir aussi une forme de neutralité. Si une forme de conseil est déjà plus ou moins formée ou si on a des cofondateurs, encore une fois, le fait d'avoir un interlocuteur externe neutre peut permettre de gérer les dynamiques de communication au sein du conseil existant ou au sein des fondateurs. Donc ça peut être, je pense, assez profitable. Merci beaucoup. Ouais, puis si je devais ajouter un point sur la composition d'un conseil, quand même, bon, il est élu par l'assemblée générale d'une entreprise, donc quand même, par principe, c'est les actionnaires majoritaires qui les choisissent. Donc il y a quand même cette balance des intérêts. On va avoir des élections. Euh, c'est souvent un mandat, le contrat. Et puis, effectivement, je rejoins un peu ce que vous dites, il faut quand même un représentant de l'actionnariat. Souvent, il y a quand même des comités dans ce conseil d'administration. C'est un organe stratégique, hein, exécutif certes, mais stratégique de haut vol. Donc, il y a le comité de risque, il y a le comité de rémunération. Donc, il faut aussi chercher les bonnes casquettes. Donc, il y a les représentants de l'actionnariat. Mais enfin, ensuite, il y a également la connaissance marché, peut-être l'administrateur indépendant. Et donc, il faut un peu voir cette composition-là. Et plus vous allez avancer dans les tours de financement, plus vous avez un actionnariat diversifié, plus la composition structurelle du conseil devient un sujet. Et j'imagine que le mandat s'inscrit dans ce cadre. Donc, il y a cette considération quand même que c'est une élection. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait encore une question dans la salle? Si ce n'est pas le cas, je vous propose d'applaudir les personnes qui sont ici et pour les remercier. Oui, je prends congé des personnes qui sont en ligne en vous remerciant pour l'attention et puis en vous retrouvant le 19 octobre prochain au Phytoarc de Comté ou à nouveau en ligne pour la prochaine Innovate. Merci beaucoup.